Oui. Bonjour et bienvenue à cette rencontre avec Mariole Lehmann sur la littératie numérique. Donc, je m'appelle Simon Dumas, je suis le directeur général et artistique de Rhizome, qui est l'hôte d'une série de rencontres qui, dans le fond, la forme pandémique qu'a pris ce projet de communauté virtuelle de pratique portant sur la place et la littérature québécoise en ligne. D'ailleurs, c'est le titre du projet de communauté, la place et posture de la littérature québécoise en ligne. C'est un projet qui a démarré en 2019, avant que la pandémie n'éclate. On a eu le temps d'avoir 3 rencontres en présentiel qui se déroulaient sur une journée et demie. Donc, la communauté rassemblait une 13aine de membres représentant différentes pratiques en art littéraire, que ce soit éditorial, que ce soit des artistes ou que ce soit la Revue Nuit Blanche, par exemple. Et donc, on a eu 3 rencontres en présentiel, une qui portait sur l'écosystème des algorithmes, la découvrabilité et les GAFA avec Clément Laberge, une autre qui portait plutôt sur la souveraineté numérique avec José Plamondon, et une première, la première rencontre avait porté sur la littératie numérique et c'était autour de la conférence de Mariole Lehmann. Alors aujourd'hui, on boucle la boucle en revenant sur le sujet de la littératie numérique. Donc, quand la pandémie a éclaté, on a décidé avec Catherine Voyer-Léger, que je salue, qui était l'animatrice de notre communauté de pratique, on a décidé de revenir sur les 5 sujets de base du projet, que sont la création, la reconnaissance, la découvrabilité, la pérennisation et la littératie, en commandant autant de textes à des auteurs et en ayant ensuite une rencontre en ligne, comme celle qu'on a maintenant, sur le dit texte. Donc, on a eu un texte sur la création avec Alexandra Zemar, dont Alexandra était l'autrice, un texte sur la reconnaissance avec Daniel Canty, et un texte sur la découvrabilité avec Léochim Châteauneuf. Il y a un texte sur la pérennisation qui va venir plus tard. Il n'y aura pas de rencontre, donc aujourd'hui, c'est la dernière rencontre de la série. C'est une question de conflit d'horaire, mais ça va se retrouver dans une publication papier qui devrait paraître à l'automne et qui va rassembler tous les textes qu'on retrouve sur le site de Rhizome pour l'instant. Et donc, aujourd'hui, on se rencontre autour du texte de Mariole Lehmann, dont le titre est « La littératie numérique est un enjeu de pensée et non de technologie ». Et puis, donc, on va discuter de ce texte-là avec Mariole pendant une petite heure. Et les questions tant de nos panélistes qui sont avec nous sur Zoom que des gens qui nous suivent sur Facebook, qui peuvent poser des questions en commentaire. Frédéric Dubé, ici, qui va nous envoyer la main, va nous relayer les questions. Donc, les questions sont les bienvenues. Donc, je vais faire le tour vite pour présenter les panélistes, en fait. Les gens de la communauté qui se rassemblent, ce dernier get-together, ce chant du signe du projet. Et puis ensuite, je vais présenter Mariole. Donc, on a René Audette. Bonjour René. René, professeur à l'Université Laval, spécialiste des questions numériques en littérature. Donc, on a Joël Desliens qui représente les éditions Alto. Bonjour Joël. Allô. On a Andréane F-Vallière des éditions du Norois. Catherine Voyer-Léger. Bonjour Catherine. Bonjour. Frédéric Dubé, avant de travailler avec nous chez Rhizome, elle faisait partie de la communauté. Elle représentait Voix d'ici. Voix d'ici, le site Internet où on retrouve des voix d'écrivains d'ici. D'ailleurs, il est très bien nommé, ce site. Et Suzanne Leclerc, bonjour Suzanne, de la revue Nuit Blanche. Donc, il y avait d'autres membres, mais c'est ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui sur Zoom. Bonjour, bienvenue. Mariole. Allô, Mariole. Bonjour, Simon. Mariole Lehmann, son patronyme est suisse, mais il a passé une bonne partie, le garçon, j'ai envie de dire, est du Lac-Saint-Jean. C'est bien ça? Tout à fait. Il a longtemps fait partie du milieu artistique de Québec, longtemps été associé à Avatar, qui est un organisme artistique qui est situé dans Méduse, dont le mandat se situe en étant de recherche et création en art sonore. Pour moi, Mariole était un artiste sonore jusqu'à ce que je découvre des images dans ses installations et que finalement, j'assiste avec bonheur à une exposition de photographie à vue. Donc,
On peut dire, sans se tromper, que Meriol est un artiste pour le moins sinon interdisciplinaire, et qui, par ailleurs, s'intéresse aux questions, aux enjeux culturels soulevés par les technologies numériques. Il complète actuellement un doctorat à l'École multidisciplinaire de l'image de l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour, Meriol. Bonjour Simon, merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation à écrire ce texte d'abord et surtout pour l'invitation à en discuter parce que c'est toujours plus intéressant d'être en dialogue que d'écrire tout seul derrière son écran. Merci d'avoir accepté de l'écrire. Merci d'avoir accompagné tout du long ce projet de communauté. Dans ton texte, tu affirmes que le principal enjeu du virage numérique, en étant de culture et non de technique ou de technologie, et que pour embrasser la culture numérique, il ne suffit pas de maîtriser les outils ou même d'être un natif du numérique, comme on dit, mais qu'il faut globalement adopter une approche systémique. C'est un changement de culture, affirmes-tu, puisque depuis le 18e siècle, l'approche générale en est une cartésienne qu'on dit réductionniste. Donc, tu parles de cartésianisme réductionniste. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, que ces concepts? Oui, absolument. En fait, cette idée du numérique, juste avant de revenir sur le cartésianisme et le réductionnisme, c'est cette idée que j'ai développée autour des enjeux numériques, c'est que je me rendais compte quand j'accompagnais des organisations ou quand j'ai discuté avec d'autres personnes en échange, que souvent le premier réflexe qu'on avait, c'était d'essayer de comprendre comment on pouvait continuer de faire les choses de la même façon avec des nouveaux outils. Et on ramenait toujours la discussion à comment utiliser ces nouveaux outils-là. Mais évidemment, la journée qu'on a abandonné la faux et les chevaux pour adopter des tracteurs, on a changé de méthode aussi. C'est pas vrai qu'adopter des nouveaux outils est aussi simple que ça et qu'on peut continuer de faire les mêmes choses. Et il me semblait assez évident qu'en mettant l'accent sur les outils, on passait à côté de l'essentiel. Et on pourrait y revenir là-dessus, mais je veux rapidement revenir sur cette notion du cartésianisme et du réductionnisme. C'est que, avec les Lumières, apparaît cette idée que la religion n'a pas réponse à tout, que l'homme est capable de raison, et on essaye donc vraiment de cadrer les choses et de les cadrer dans la raison et de les cadrer donc souvent dans des logiques binaires, noir et blanc, le bien, le mal, etc. Le bien et le mal, évidemment, c'était déjà là, mais cette question de logique binaire reste là. Et cette question que dorénavant, ce n'est pas la religion qui a réponse à tout, mais c'est la science qui a réponse à tout. Et donc, dans nos approches scientifiques, ce qu'on met en place, c'est justement cette idée du réductionnisme. Donc, quand on a un problème, on essaye de l'approcher de la façon la plus pointue possible pour l'isoler et essayer de bien le comprendre. Tout ça a duré quand même un certain temps, jusqu'à ce que dans les années 50, on ait une apparition de la pensée systémique. Pourquoi? Parce qu'on dans certaines disciplines, notamment la sociologie, l'écologie, etc., donc en fait les disciplines qui se rapportent au vivant, on se rend compte qu'on vit dans des systèmes beaucoup trop complexes pour les approcher uniquement avec le réductionnisme. Que quand il se passe quelque chose sur un des éléments du système, ça vient modifier l'ensemble du système. Et donc, il y a cette pensée-là systémique qui apparaît dans les années 50, notamment par von Bertalanffy avec sa théorie générale des systèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je parle d'une pensée systémique, je parle toujours des systèmes ouverts, par opposition aux systèmes fermés. Les systèmes fermés qu'on voit apparaître en cybernétique, par exemple, à peu près à la même époque, mais les systèmes fermés, eux, sont prévisibles. Tandis que les systèmes ouverts sont imprévisibles. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer, comment ça va évoluer, mais donc ils évoluent constamment, ils sont dynamiques. Et cette réflexion-là sur la pensée systémique m'a amené à avoir l'impression que la clé de comment se débrouiller dans ce monde numérique qui est justement très, très dynamique, qui change constamment, c'est d'adopter une pensée systémique. Et que ça, c'est un des premiers éléments, des éléments les plus importants, je dirais, c'est-à-dire être capable d'avoir cette vision holistique, cette vision globale qui nous permet de voir comment interagissent tous ces éléments-là au fur et à mesure qu'ils se rajoutent, qu'ils repartent, qu'ils reviennent, etc., et qui modifient. Et cette idée aussi de s'intéresser au processus, aux relations entre les éléments plutôt que d'isoler les éléments.
Mais est-ce que c'est, à quel point c'est nouveau? Bon, tu disais aussi, puis à quel point ça représente un changement de culture? Donc, tu disais, quand on est passé de la faux au tracteur, bon, on a changé de méthode, on n'a pas simplement changé d'outil, mais ce n'était pas nécessairement un profond changement culturel que de passer de la faux au tracteur. Et donc, ben là, j'en parle parce que je pense à cette découverte, en tout cas quand tu as partagé cette conférence de Michel Serres qui date déjà de 2007, là, lors de notre première rencontre, en début de projet. On parle d'un changement culturel. Et donc, et toi, tu présentes le changement d'approche, d'un changement d'approche réductionniste à une approche systémique, aussi comme un changement culturel. Est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus? Ben, oui, en fait, quand je suis tombé sur ce livre de Michel Serres qui s'appelle Petite Poussette, j'étais absolument ravi parce que j'avais une intuition qui avait effectivement que cette question-là du numérique avait quand même une importance significative dans nos vies. Évidemment, on l'a vu grandir, ça nous a échappé un peu. Hein. Je vous rappelle que les téléphones intelligents comme l'iPhone ont à peine 10 ans. Là. Tout ça s'est passé extrêmement rapidement. Mais tout ça ne date pas de l'arrivée du téléphone. Donc, de quand ça date? Ben, de quand ça date, c'est sûr que moi, j'ai tendance à remonter justement aux années 50, 60, où on a ce passage dans nos sociétés occidentales de l'ère industrielle à l'ère de l'information. Et pour moi, le numérique est un peu une accélération de cette ère de l'information, mais c'est évident que quelqu'un qui défendrait l'idée que tout ça n'est pas nouveau parce que ce seront des concepts qui étaient déjà discutés dans les années 50-60, je veux bien. Il reste que cette accélération-là a quand même beaucoup, beaucoup d'importance. Et que même là, ben, les années 50-60, on peut considérer que c'est relativement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Pour en revenir au texte de Michel Serres, ce que Michel Serres nous dit dans Petite Poussette, c'est que pour lui, le numérique est un changement qui a l'importance de l'arrivée de l'écriture et de l'arrivée de l'imprimerie. Et donc, il n'y va pas de main morte, évidemment. Avec tout le respect que j'ai pour Michel Serres, je n'ai pas envie d'en discuter, mais on pourrait probablement en discuter parce que c'est une affirmation qui est quand même très, très forte. Mais je pense qu'on saisit bien quand même toute l'étendue de l'impact de cette arrivée du numérique sur nos façons de communiquer, nos façons d'interagir entre êtres humains, nos façons de consommer de la culture, nos façons de produire de la culture. Et donc, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important qui a un impact sur ce que nous sommes et sur les façons dont on interagit ensemble. Donc, oui, Michel Serres, là-dessus, et en plus, l'autre chose que je trouvais extrêmement intéressante avec Michel Serres, c'est que ça nous arrivait sur cette idée que le numérique est une question de génération et que les vieux ne comprennent rien. Et là, on a un philosophe à l'époque, je pense que Michel Serres devait avoir 85-86 ans, et il nous explique toute cette conception-là du numérique d'une façon si claire et si clairvoyante qu'on fait comme « wow ». Alors, ça, c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'impact. Et en plus, dans le même livre, Michel Serres a sa fameuse citation sur les institutions, où il nous dit que les institutions sont comme ces étoiles dont les scientifiques nous apprennent qu'elles sont mortes depuis déjà longtemps. Et donc, cette idée que le numérique, même si on a un peu de difficulté encore à le voir venir, est en train de bouleverser complètement toutes nos institutions. Et évidemment, ben, comme fils d'anarchiste, j'ai quand même beaucoup de plaisir à cette idée-là de bouleverser nos institutions. Juste, monsieur, j'ai bien entendu. As-tu dit fils d'anarchiste? Oui, ben, mon père est quand même quelqu'un d'assez réactionnaire, anticlérical, antimilitariste. J'étais à l'école à la maison jusqu'en 4e année parce qu'il était en réaction contre le système scolaire. Et c'était pas du tout quelqu'un qui s'inscrivait, par exemple, dans la tendance hippie ou quelque chose comme ça. C'était vraiment un libre penseur. Alors évidemment, ça laisse des traces. Fait que c'est sûr que quand je lis Michel Serres qui nous dit que le numérique va bouleverser nos institutions, ben, ça me fait plaisir. Mais cela dit, Michel Serres n'est pas le seul à l'avoir dit. Je fais souvent référence aussi au livre de Tim O'Reilly où il nous dit que le numérique est en train de bouleverser
des modèles d'affaires séculaires et que donc tout le système économique qui est basé sur l'industrialisation est en train de se faire complètement bouleverser. Et ça, chez O'Reilly, on est vraiment dans quelque chose d'autre. On est dans quelqu'un qui provient de la Silicon Valley, qui vient de l'intérieur et qui nous dit, c'est ça qui arrive. Mais on le voit avec toute cette question de la disruption, comme, évidemment, on a discuté amplement il y a quelques années avec Uber. On peut en discuter avec l'impact d'Amazon chez les libraires. On peut en discuter de plein de façons différentes. Mais il reste qu'effectivement, le numérique va bouleverser des choses qu'on pensait qui étaient établies, qui étaient solides, qui ne bougeraient pas, qui ne changeraient pas. Et on se rend compte que certains éléments qu'on pensait immuables, finalement, ont les pieds bien fragiles. Est-ce que quelqu'un parmi nos invités sur Zoom aurait envie d'intervenir? Maintenant, en fait, je veux juste réitérer que tout le monde est bienvenu poser une question à tout moment. Là, je n'ai pas le monopole du questionnaire. J'aimerais qu'on ramène ça un peu dans le champ de l'art. Donc, je vais partager une réflexion personnelle puis une tranche de vie. Je pense au mouvement d'actualisation en art qui, là, je ne suis pas historien de l'art, mais qui probablement remonte justement autour de ça, c'est les années 50, ou en art visuel, mais aussi en poésie. Il y a eu commencé à y avoir des emprunts dans les boîtes à outils des autres disciplines avec l'avenue de la performance, par exemple. Donc, c'était beaucoup en art visuel, mais en poésie, il y a un courant assez fort qui s'est développé autour d'un festival qui s'appelait Polyphonics, puis qui s'est développé aussi autour de quelqu'un comme Bernard Éthique, par exemple, qu'on qualifie de père de la poésie action ou de la poésie sonore. Et puis à la fin des années 90, au début des années 2000, quand j'ai commencé à m'impliquer dans le milieu artistique, c'était la naissance du Moi Multi, puis de plus en plus, cette actualisation-là se faisait par un mouvement de décloisonnement des disciplines artistiques et puis par une circulation des matériaux et des moyens, des modes de création, autant que des supports d'expression artistique. Et donc, toi, tu dis que les artistes ont une tendance naturelle à adopter une approche systémique. Je me demande, est-ce que c'est de tout temps? Est-ce que c'est le propre de l'art? Ou est-ce que les artistes du 20e siècle n'ont pas été un peu précurseurs dans un mouvement déjà amorcé? Oui. Deux choses pour répondre à ta question. Je nomme les deux rapidement pour ne pas en oublier ni l'un ni l'autre. J'aimerais qu'on rediscute un peu plus tard de la question de la démocratisation des outils qu'a amené le numérique, parce que je pense que même si je ne veux pas parler de technologie, c'est quand même un point qui reste important. Mais la question principale, non, les artistes n'ont pas toujours été comme ça, je ne pense pas. Il y a un livre extrêmement intéressant de Nathalie Heinisch sur l'art contemporain qui nous explique justement le point de bascule qu'on a encore là dans les années 50, où on a l'art des objets qui devient l'art des idées. Et ça, c'est un mouvement extrêmement important dans l'art contemporain parce qu'on arrive du modernisme où cette idée où les beaux-arts, c'est la sculpture, c'est la peinture, c'est vraiment l'objet unique avec l'aura qu'on a autour, etc. Donc, tous des concepts là, quand même assez bien documentés. Et dans les années 50, on a l'apparition, en même temps qu'on a ce passage de l'ère industrielle à l'ère de l'information, on a ce passage donc de l'art des objets à l'art des idées. Et donc, on a ce passage d'abord par le minimalisme qui va aller jusqu'au bout de l'art des objets jusqu'à ce que justement il n'y ait plus d'objets. Mais ensuite, on va avoir donc justement l'art conceptuel qui va amener le minimalisme encore plus loin. On va avoir l'apparition de pratiques comme justement la performance. On va avoir l'apparition des pratiques en art médiatique également qui deviennent extrêmement importantes à ce moment-là. Donc, l'utilisation des différents médias. On va avoir Burnham, par exemple, qui va se mettre à travailler ce qu'on appelle l'esthétique des systèmes. Donc, il y a tout ce bouleversement-là qui arrive à cette époque
et qui va mettre en place des pratiques multidisciplinaires qui vont être précurseurs un peu de ce qu'on va voir apparaître dans les années 90 ensuite. Comme justement, quand tu nous parlais du mois multi, je pense que à Québec, autant Avatar que Recto Verso ont été vraiment des figures de proue dans ce mouvement-là. Et quand on voit, par exemple, quelqu'un comme Jocelyn Robert, qui est fondateur d'Avatar, bien des fondateurs de Méduse, on voit vraiment ce type de pratiques-là qui sont ancrées dans une pensée systémique, qui sont ancrées dans de l'interdisciplinarité. Et ça, c'était quelque chose qui n'existait pas nécessairement avant et maintenant qui est devenu beaucoup plus la norme que l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, quand on va dans les écoles d'art, quand on regarde les étudiants au bac, par exemple, ben, oui, chacun va avoir sa spécialité, mais en même temps, c'est très courant d'avoir quelqu'un qui fait à la fois de la peinture, de la photographie, du vidéo, de la performance, etc. On ne se limite plus à une seule discipline et en fait, c'est souvent la personne qui s'acharne sur une discipline unique qui devient un peu l'ovni, alors qu'il y a quelques décennies, c'était l'inverse. Mais donc, quand on parle des artistes, puis justement de cette forme de pensée-là plus systémique, bien, évidemment, ça ne date pas d'hier, mais on note quand même là, un point de rupture dans les années 50 avec cet art-là qui devient l'art des idées. Hein, parce que c'est vraiment ça. Mettons, on est sorti de l'art conceptuel, mais ça reste que toutes les pratiques en art actuel, en art contemporain, ce qu'on met de l'avant, d'abord et avant tout, ce sont des idées plutôt qu'une recherche esthétique ou une recherche de l'objet. Et ça nous amène aussi à revenir sur des cartes parce qu'on n'est plus dans cette dynamique sujet-objet très tranchée. Et ça, ben justement, là, les pratiques qu'on relie au postmodernisme là, qui apparaissent là, au début des années 70 là, remettent en question là, toute cette notion très descartienne là, du sujet et de l'objet. Donc, tout ça commence déjà à avoir de l'histoire parce que quand on parle du début des années 70, ben, mine de rien, on parle d'un demi-siècle, ce qui est quand même beaucoup. Mais oui, j'ai tendance à penser que c'est ça. Tout ça arrive de là. Ça a été plus fort dans certaines disciplines, justement dans le secteur des arts médiatiques, par exemple. Et c'est pas pour rien que j'ai développé toutes ces réflexions-là, parce que, évidemment, ben, les 12 années que j'ai passées à Avatar ont eu de l'impact et c'est évident que les artistes avec qui je travaillais à Avatar étaient ancrés dans ce type de pensée-là. Et tu soulignais qu'Avatar était dédié à la création sonore, mais Avatar, c'est aussi rapidement dédié à la création d'œuvres en art électronique, ce qu'on appelle maintenant de l'art numérique depuis que Christine Saint-Pierre a décidé que c'est un terme qu'elle appréciait beaucoup et qu'il y aurait de l'argent pour les artistes en art numérique parce que c'était l'avenir du Québec. On se rappellera de Allons, art et lettres, option numérique. Donc, c'est ça. Mais donc, Avatar, depuis 1993, travaille déjà sur ces questions-là. Puis, en fait, on peut même remonter plus loin que ça parce que quand tu parlais de ces pratiques multidisciplinaires, bien, une des premières choses auxquelles je pense, c'est aussi le mouvement Fluxus, dont faisait partie Pierre-André Arcan, qui est aussi un des fondateurs d'Avatar. Et comme quoi, tout est dans tout, n'est-ce pas? Ouais, ben Pierre-André Arcan, justement, à une époque où, je ne veux pas qu'on soit trop là, autour du milieu artistique de Québec, mais à une époque où Inter le lieu s'intéressait justement à la poésie performance, ils ont même été l'hôte d'une édition du festival Polyphonix. Donc, Pierre-André Arcan, qui avait une démarche qui était très similaire à Bernard Éthique, que je citais un petit peu plus tôt, là, qui est venu d'ailleurs à Québec lors de l'édition d'Inter le lieu de Polyphonix en 1993. On a une question, ça m'amène une question en fait sur les modèles économiques, mais avant ça, on a une question qui nous vient de Facebook. Frédéric? Oui. Oui, alors ça vient de Van Ness. Elle dit, quand vous parlez de littératie numérique, vous parlez de notre capacité à utiliser les nouvelles technologies ou notre capacité à bien comprendre et faire la part des choses? Je ne commencerai pas à faire... Oui, alors effectivement, moi j'aime ramener la littératie numérique sans, j'essaie de dire ça en toute humilité, là, mais à un niveau un peu plus élevé. Et je trouve que justement, quand on réduit la littératie numérique à la capacité d'utiliser des outils,
il me semble qu'on garde la discussion à un niveau plutôt ennuyant. Et il me semble que ce n'est pas là qu'on doit aller. Il me semble que ce qui est important, si on veut parler d'une réelle littératie numérique, c'est cette nécessité d'adopter une pensée différente qui nous permet justement d'utiliser ces outils-là d'une façon différente, plus en accord avec l'époque à laquelle on vit. Je pense pas, je sais qu'il y a encore ces discussions-là, mais je ne pense pas qu'on est encore au stade de comment utiliser les différents outils numériques, que ce soit des technologies elles-mêmes, c'est-à-dire comment utiliser une caméra vidéo ou un ordinateur ou une tablette, ou utiliser des applications ou utiliser des plateformes ou quoi que ce soit. Je comprends qu'il y a des gens qu'il existe une fracture numérique, il y a des gens qui n'ont pas accès à ça, qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Cette fracture numérique-là n'est pas uniquement liée à l'âge, elle est aussi liée à des enjeux économiques, il y a des enjeux géographiques. Il ne faut pas le négliger, mais je pense qu'on est vraiment rendu ailleurs. Et donc, quand on parle de littératie numérique, pour moi, c'est beaucoup plus, ce n'est pas de comprendre les outils, mais c'est vraiment de comprendre comment tout cet écosystème-là du numérique s'est mis à avoir un impact sur l'ensemble de notre société et donc, évidemment, sur notre culture, parce que les artistes sont toujours le reflet de notre société. Quand je parlais des changements de cet art des objets qui passe à cet art des idées, bien, pourquoi ça s'est arrivé? Bien, c'est arrivé parce que les sociétés occidentales passaient de l'ère de l'industrialisation à l'ère de l'information. C'est pas arrivé par miracle. Oui, les artistes sont parfois précurseurs, mais il reste que les artistes s'ancrent dans des grands mouvements sociétaux. Alors, pour moi, c'est ça. Et en fait, souvent, quand on parle de littératie numérique, on va dire, ben, OK, on va faire du développement de littératie numérique, puis on va apprendre, on va donner des cours de comment utiliser un iPad dans des bibliothèques pour que les personnes âgées puissent être autonomes et surfer sur Internet. Ben oui, c'est important de le faire pour justement combler cette fracture numérique-là, mais la discussion doit aller ailleurs. Et la discussion, pour moi, il est extrêmement important qu'elle aille ailleurs et qu'on comprenne qu'on ne fait plus les choses de la même façon, on n'interagit plus de la même façon, on ne crée plus de la même façon parce que c'est un impact évidemment sur la création. On en a discuté ici dans ce groupe, mais par exemple, toute la résurgence de la poésie, pour moi, elle n'est pas du tout étrangère à l'arrivée du numérique, parce qu'on est dans une forme courte, parce qu'on est dans une forme qui se diffuse très bien sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi dans la poésie quelque chose qui nous éloigne de nos machines, de nos écrans en même temps et qui nous fait du bien. Et je pense que cette résurgence très forte de la poésie que je vois actuellement, et encore là, je dis ça en toute humilité, si quelqu'un veut me corriger là-dessus, là, je vais être à l'écoute, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une résurgence très forte de la poésie et qu'elle est en partie reliée au numérique, parce que c'est une forme d'écriture qui convient parfaitement à ça. Et je peux me tromper, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à creuser autour de ça, à réfléchir autour de ça. Donc ça, c'est des exemples là, très, très concrets là, d'une littératie numérique. Et c'est donc de comprendre comment ces changements-là nous amènent à nous comporter différemment. Comment, par exemple, toutes les pratiques du flux aussi, les pratiques où on réfléchit à des processus plutôt que, par exemple, en littérature, il y a toujours cette idée d'un objet qui est le livre sur lequel on va travailler pendant plusieurs années, puis tout à coup qui aboutit et qui est là pour l'éternité, la postérité. Eh bien, ça, dans une pratique numérique, on n'est pas tout à fait là-dedans. Hein. On est dans quelque chose de beaucoup plus mouvant, de plus dynamique. Donc, comment on peut réconcilier les pratiques littéraires dans un cadre numérique? Bien, il y a des choses à réfléchir aussi. Ce n'est pas en faisant des livres numériques en version PDF qu'on est dans une réelle pensée numérique. Alors, j'ai rien contre les livres, là, je ne suis pas en train d'attaquer les livres du tout, mais je dis juste que ces façons-là de penser du numérique nous amènent à approcher la création d'une autre façon et possiblement aussi que ça devienne des objets différents. C'est chouette. Frédéric? C'est le lien vers ma prochaine question. En fait, je vais aborder les modèles économiques. Et donc, de parler de poésie présente sur les réseaux sociaux, ça amène un peu cette notion de capital symbolique. Puis tu parlais un petit peu plus en amont
de l'art qui passe de l'objet, de l'art des objets à l'art des idées. Mais ce qui est bien avec un objet, c'est que c'est facile de le commercialiser. Tu sais, donc, Ouais. un peu la différence entre les galeries d'art traditionnelles privées où on vend des œuvres et puis les centres d'artistes autogérés en art visuel où il y a constamment des expos, où il n'y a rien à vendre. Ici, de toute façon, ça serait invendable. C'est un tas de 2x4, par exemple, une autre affaire. La même chose avec le livre. Le livre est un objet qui circule. Il y a tout un modèle de circulation du livre, etc. Et donc, est-ce que la littératie numérique, ce ne serait pas aussi la capacité d'imaginer une nouvelle économie? Ah oui, ben là on ouvre un immense champ, mais ça, c'est l'enjeu principal, je pense, actuellement. Parce que, juste pour bien comprendre, on reste actuellement, la culture reste ancrée dans un modèle industriel. C'est-à-dire que ce soit le livre ou le disque, par exemple, c'est qu'on reproduit un objet. Cet objet-là est un objet physique qui est limité en quantité et qui, dans un système capitaliste, ben, il y a cette question d'offre et de demande qui détermine la valeur de quelque chose. Donc, si on a une œuvre d'art unique comme une sculpture, ben, on est capable d'avoir des prix beaucoup plus élevés. Puis quand on a un objet qui est donc reproduit industriellement comme un livre ou un disque, ben, le prix est beaucoup plus bas et qui nous permet de distribuer cet objet-là à un public large. Okay? Donc, ça, c'est ce modèle-là qui est le modèle dans lequel s'est inscrit le droit d'auteur, parce qu'il ne faut pas oublier le droit d'auteur, quand on y pense, on a toujours cette idée que c'est là pour protéger les auteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit d'auteur est arrivé avec l'ère industrielle comme un mécanisme de rémunération, hein, tout simplement. Fait que, puis on le voit bien, par exemple, quand on parle du droit d'auteur français, c'est une chose, mais quand on parle du copyright, donc le modèle anglophone qu'on retrouve aux États-Unis, ben, cette notion-là de mécanisme à faire de l'argent est très, très évidente. Quand on arrive en numérique, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a plus d'objets. Et donc, dans un système capitaliste, le problème, c'est que quand un objet n'est pas limité, ben, il y a toute la question de sa valeur. Hein. C'est ce qu'on appelle je ne me souviens jamais du terme, là, mais ce n'est pas exclusif, mais en tout cas, l'idée est celle-là. C'est que si, par exemple, Richard Desjardins sort 500 CD, ben, quand on est rendu à 498, si les 498 sont partis en une semaine, les deux derniers, il y a des chances qu'ils coûtent plus que 20 $. Les prix vont augmenter. Mais si Richard Desjardins sort son disque en MP3, toi, Simon, tu peux en avoir une copie, René peut en avoir une copie, Joël peut en avoir une copie, Catherine peut en avoir une copie, et les 3500 personnes qui sont en train de nous écouter maintenant sur Facebook peuvent aussi en avoir une copie. Et donc, à ce moment-là, ben, dans un système capitaliste, si tout le monde peut avoir sa copie sans que ça l'enlève à quelqu'un d'autre, ben, on a un problème de valeur. Et l'autre chose qu'on a, c'est que, par exemple, quand on dit qu'on peut avoir accès à 60 millions de chansons pour 10 $ par mois, grosso modo, ce qu'on vient de dire, c'est que la musique n'a plus de valeur. Et donc, on a ce problème-là qui arrive avec le numérique. Ce que le numérique nous dit, en plus, quand on lit ça avec toute les principes de gratuité auxquels le web nous a habitués, ce qu'on nous dit, c'est que dans le fond, la culture n'a plus de valeur. Ce qui est un réel problème parce qu'il faut bien rémunérer les créateurs. Alors là, pour l'instant, ce qu'on a trouvé de plus intelligent et qui, à mon avis, est extrêmement faible, c'est que, bon, vous avez probablement tous entendu parler des NFT. Alors, je trouve ça très drôle parce que pendant des années, il y a des gens qui… Donc, les NFT, c'est des non-fungible tokens. C'est-à-dire, c'est un mécanisme qui permet à quelque chose de numérique d'être unique. Et donc, par exemple, ben, on a Sotheby's qui va vendre un objet numérique pour 69 millions de dollars. Et donc, tous les médias parlent d'art, mais en fait, ils ne parlent pas d'art, ils parlent d'argent. Parce que quand on parle des NFT, la question qui revient tout le temps, c'est à quel point les artistes vont devenir riches. Et dans les faits, ce qu'on fait, c'est qu'on applique un modèle qui n'est pas du tout numérique, qui ne s'inscrit pas du tout dans une pensée numérique. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye que ces objets numériques-là, qui sont reproductibles à l'infini, un peu comme la photographie, par exemple, mais artificiellement, on crée une rareté. Ce qui, à mon avis, est complètement absurde parce que ça va complètement à l'envers de l'essence même du numérique. Et je trouve ça assez particulier de voir des gens qui
s'insurgeait il y a quelques années contre les DRM, donc les mécanismes de protection, par exemple, des livres ou des films pour justement créer cette rareté puis être capable de monnayer des objets. Maintenant, vante les NFT comme étant le nec plus ultra qui va permettre aux artistes de bypasser le système et de devenir riches. Alors, je rappellerai à tout le monde que le système est toujours très capable, extrêmement rapidement, de récupérer tout le monde. On peut le voir notamment avec les pratiques en art conceptuel, où les artistes en art conceptuel se sont dit, ben, pour éviter de se faire récupérer par le système, on va proposer des idées. On ne peut pas être propriétaire d'une idée, on ne peut pas vendre une idée. Ben, ça n'a pas pris 6 mois qu'il y ait un petit génie qui s'est dit, on va faire un certificat pour cette idée-là, puis on va vendre le certificat. Ben, c'est exactement ça qu'on est en train de faire avec les NFT. Et ce que je trouve dommage avec ça, c'est qu'on ramène la discussion, on ramène le cadre dans quelque chose qui n'est pas du tout numérique. C'est-à-dire qu'on essaye de toujours rester dans ce dinosaure qui est le système économique industriel. Alors que je pense qu'on devrait faire preuve d'audace et réfléchir à qu'est-ce que le numérique peut être et réfléchir à d'autres façons de rémunérer les auteurs. Et il y a plein de façons qui existent. Hein. C'est des conversations, j'ai l'impression de radoter, mais cette conversation-là, elle existe depuis au moins 10 ans. Par exemple, il y a un mécanisme très, très simple qui me semble d'une évidence incroyable, c'est qu'avant, on dépensait de l'argent dans de la culture. On achetait des disques, on achetait des livres. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des ordinateurs, des téléphones. Hein, vous payez plus de 1 000 $ pour un téléphone pour vous permettre de consommer de la culture. Et vous dépensez plus de 100 $ par mois pour une connexion Internet qui vous permet de consommer de la culture. Parce qu'on s'entend que si c'était juste pour échanger des fichiers Word puis des courriels, on n'aurait pas besoin d'un accès haute vitesse. Et donc, tout l'argent qu'on dépensait sur des objets culturels, on les on devrait tout simplement taxer ces pipelines-là pour les redistribuer. Non, on voit qu'avec Zoom, d'ailleurs, j'ai un message qui me dit « Votre connexion Internet est instable ». Donc, oui, voilà, donc... Tu étais rendu à dire tout l'argent qu'on dépensait avant sur des objets culturels tels que disques, livres, etc., que maintenant on place dans des objets téléphones. Oui, donc c'est ça. Maintenant, soit sur des objets pour accéder à du contenu, soit sur le pipeline, hein, l'accès à la bande passante. Et il me semble que ces gens-là devraient payer. Alors, il me semble que les Bell, les Vidéotrons de ce monde devraient payer une taxe qui permettrait de soutenir la création. Quelque chose sur le modèle du Fonds des médias du Canada, par exemple, mais qui s'appliquerait à l'ensemble de la création. Et parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on oublie, mais je me souviens de cette discussion très, très intéressante que j'avais eue sur un panel à un moment donné avec Monique Simard, où Monique disait, ce qu'il faut qu'on arrête de s'entêter à considérer tous les médias comme des médias distincts. Parce que maintenant, que ce soit du journalisme, de la télévision, de la musique, de la radio, whatever, tout ça passe par le même pipeline qui est Internet. Et donc, il faudrait qu'on considère une bonne fois une bonne fois pour toutes ça d'une autre façon. Mais évidemment, c'est toujours la même chose. Une révolution, ça ne se fait pas sans casser des œufs. Puis pour l'instant, l'autre élément qu'il y a, c'est qu'on a des corporations extrêmement puissantes. Et là, je ne parle pas uniquement de Bell et de Vidéotron, qui sont des petits joueurs comparés aux fameux GAFA, mais on a ces corporations-là qui dictent l'agenda et que j'appelle ces corporations-là supranationales parce qu'elles se placent au-dessus des États, au-dessus des lois et décident elles-mêmes de qu'est-ce que va être notre vie numérique. Et je pense qu'il est grand temps... Et on voit des mouvements très timides et Steven Guilbeault va probablement déposer très prochainement un premier projet de loi pour encadrer tout ça. Et je suis d'ores et d'avance déjà déçu parce que je sais très bien qu'il n'y a aucun gouvernement qui ne sera capable d'aller là où il devrait aller. Et il y a beaucoup de questions très, très importantes. Et cette question de la littératie numérique, pour moi, est aussi une question d'adopter une position critique par rapport au numérique. C'est ça qu'on oublie aussi, hein, parce que, évidemment, je trouve que le numérique est quelque chose d'extrêmement intéressant, extrêmement formidable, mais je pense qu'on a besoin d'être extrêmement critique par rapport au numérique,
Il y a plein de voix différentes qui s'élèvent, qui nous amènent à réfléchir à ces questions-là. Je pense, par exemple, à Shoshana Zuboff avec son livre sur le capitalisme de surveillance, Kate Crawford aussi sur l'Atlas of Aya, Atlas de l'intelligence artificielle. Il y a des voix qui commencent à se porter puis à dire, le numérique n'est pas cette panacée, cette solution miracle à tout. D'ailleurs, on a pu le voir au printemps passé avec l'arrivée de la pandémie qu'il y a certaines personnes qui ont colporté l'idée que la pandémie est une bonne chose parce que ça allait botter le cul du secteur culturel à passer au numérique. Je trouve ça un peu radical et pas très bien à propos. Je pense que le numérique nous bouscule, nous amène à voir tout ça différemment, mais il faut demeurer très, très critique de tout ça. Et il faut être très attentif aussi à tout ce qui se passe. Et on a tout à fait le droit de réclamer aussi des moments où on tire la plug. Et que nos vies ne soient pas uniquement envahies par ce numérique-là, même s'il est omniprésent et probablement omniscient aussi, hein, grâce à tous ces appareils-là là, qui sont des véritables espions qu'on rentre nous-mêmes dans la bergerie. Donc, j'ouvre encore une fois là, au panel. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc, j'aimerais ramener la discussion plus précisément sur la littérature et puis les arts littéraires, puis sur cette question de droit d'auteur, puis de modèle de rémunération des artistes. Donc, dans un modèle où là, présentement, si on fait abstraction du mécénat d'État, là, je parle des conseils des arts qui offrent des bourses, donc on peut avoir une chance sur 5 ou sur 6 d'obtenir une bourse pour être rémunéré alors qu'on crée une œuvre. La rémunération est liée au succès commercial d'un titre. Et donc, il va y avoir une personne sur je ne sais pas combien qui va courir la chance de devenir millionnaire avec de la poésie, comme par exemple l'ouvrage Milk and Honey de Rupi Kaur, qui a été un succès, entre autres parce qu'elle est allée chercher énormément de capital symbolique sur Instagram, avant que ce soit repris en livre. Alors, comment est-ce que, avec une approche systémique dans un monde où on a adopté la culture numérique, comment est-ce qu'on pourrait imaginer un système où les artistes, notamment les écrivains, sont rémunérés pour faire leur travail et puis et pas nécessairement en cas de succès commercial du dit travail, en fait? C'est sûr qu'il y a différentes façons de le voir. Moi, je suis quand même un très fervent défenseur du système qui existe au Québec et au Canada. Bon, évidemment, ici, un disclaimer, je suis administrateur au Conseil des arts et des lettres du Québec, donc mon jupon dépasse très fortement, mais ça reste qu'avant de m'impliquer comme administrateur au Calque, j'ai toujours été un très, très grand défenseur de ce système-là. Pourquoi je suis un défenseur de ce système-là? Notamment à cause de cette question du jury des pairs et qui permet justement que, contrairement, par exemple, au système de mécénat traditionnel qui, à une époque, était l'Église et les rois, puis que plus tard est devenu les élites financières, je trouve, comme on peut le voir, par exemple, aux États-Unis, je trouve que ce système de jury de pairs est probablement, dans toutes ses imperfections, le système le plus parfait quand même qui existe et qui permet justement une liberté de création parce que les gens qui jugent de la pertinence ou non du travail d'un auteur ou d'un artiste, ce sont ses pairs. Et je ne vois pas comment on pourrait avoir mieux que ça. Alors, moi, ce que je réclame, et d'ailleurs, on a eu une excellente nouvelle pour ceux qui ne l'ont pas vu passer cette semaine, la ministre de la Culture a doublé le montant des bourses au Calque. Alors, des fois, on n'a pas trop d'idées. On a vu qu'il y a 12 millions qui a été rajouté, mais ce que ça veut dire, ce 12 millions-là, c'est qu'on double le montant des bourses de création, ce qui est énorme, ce qu'on réclame depuis des années.
Et pour moi, ça, c'est une excellente nouvelle parce que je pense que ça passe par ça. Un système plus équitable passe par ce type de système-là. La deuxième chose, et ça s'applique peut-être justement plus dans de la production, mettons, de divertissement ou à tout le moins la production d'objets culturels grand public, où là, on peut avoir une forme de rémunération quelconque, eh bien, je trouve qu'il faut mettre en place encore davantage de mécanismes comme on en a déjà, c'est-à-dire des mécanismes sur l'exemple de la SODEC ou l'exemple de Musique Action, où l'industrie finance les futures productions. Et quand je parle de l'industrie, ben, j'inclurais là-dedans les personnes qui nous vendent des ordinateurs, des tablettes et des téléphones. Bonjour, Tim Cook. Et puis, j'inclurais également donc, les fournisseurs de services Internet. Et d'après moi, ces gens-là bénéficient de façon marquée de toute la production de contenu culturel qui se passe. En fait, des organisations comme Facebook, ce qui est formidable, c'est que on est à la fois le consommateur et le producteur. Et donc, ils ont eu cette idée géniale de dire c'est les consommateurs de contenu qui vont produire le contenu. On n'aura plus besoin de rémunérer les gens pour produire du contenu, jusqu'à ce qu'ils aient poussé leur loc un peu en utilisant le contenu des médias et que les médias eux-mêmes décident que ça n'a pas de sens que l'argent de la publicité aille à Facebook alors que c'est le devoir et la presse qui produisent du contenu. Mais donc, cette question-là de production du contenu et de qui en profite, ben, il faut réfléchir à ça. Et moi, je pense qu'il y a un élément qui est extrêmement important là-dedans, c'est qu'il faut que ce soit légiféré. C'est complètement absurde de penser que les géants du numérique vont se mettre à adopter des comportements corrects. C'est comme penser que les compagnies de tabac allaient de par elles-mêmes arrêter d'intoxiquer le monde ou de penser que la solution aux enjeux climatiques va provenir des pétrolières. Donc, tout ça ne peut passer que par une légifération, un contrôle de l'espace numérique, parce qu'actuellement, le problème qu'il y a, c'est qu'avec le numérique, on a eu ce discours-là de Internet doit être la liberté, on ne doit pas censurer, on ne doit rien contrôler. Et il y a cette idée-là, cette double idée de, premièrement, tout doit être gratuit et tout doit être libre. Et je pense que ces deux idées-là, aussi nobles qu'elles peuvent être, ne fonctionnent pas. Et actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un système néolibéral où on va avoir quelques grandes entreprises qui récupèrent des milliards et des milliards et des milliards en faisant absolument ce qu'elles veulent sur des principes qu'ils utilisent, dont ils profitent, mais dont ils ne respectent pas l'idée. Alors, quand on a quelqu'un comme quand on a Facebook ou Google qui vont défendre les idées de Tim Berners-Lee au sujet de la liberté du web, ben, Tim, il n'est pas d'accord avec ça. Là. Tim, l'état actuel de l'Internet, ça le dégoûte et il essaye de récupérer son bébé, mais il s'est carrément fait hijacker ça par ces entreprises-là. Alors, mais ça nous éloigne de la création. Hein? On revient sur ces considérations-là. Et évidemment, ben, on l'utilise tous. On utilise tous ces plateformes-là pour diffuser des pratiques, pour diffuser du contenu culturel qu'on a créé. Moi, le premier, je vais alimenter ces plateformes-là avec du contenu artistique que je diffuse gratuitement pour aller chercher une certaine forme de reconnaissance qui me permettra ensuite de réussir à avoir des expositions, de réussir à aller chercher des bourses, etc. On est tous là-dedans. Alors, je ne lance pas la pierre à personne, là, je suis le premier là, à agir comme ça. Et j'essaye juste de dire, ben, essayons d'en être conscients. Essayons d'en être conscients, essayons de voir ce qui se passe. Et quand on parle de la gratuité, là, je viens de voir passer un commentaire de Martine Charon là, qui dit la fausse gratuité. Ben, c'est ça, c'est pas de la gratuité. Là. On paye pour ce contenu-là. Sauf que notre argent, au lieu de le donner à un éditeur, ben, on le donne maintenant à Apple et on le donne à Bell ou à Vidéotron ou à Rogers ou à whatever. Alors, et l'argent ne va pas aux artistes parce qu'avant, ça allait à un éditeur, puis évidemment, ben, vous allez me dire que ce n'est pas en écrivant des livres qu'on devient riche,
mais il reste qu'il y avait au moins une portion de cet argent-là qui allait directement à l'auteur. Tandis que quand vous dépensez de l'argent pour votre connexion Internet et pour votre téléphone cellulaire, ben, il n'y a pas une scène, il n'y a pas un microcosme de scène noire, même si elles n'existent plus, qui s'en va à un artiste. Fait que ça, à un moment donné, il va falloir régler cette question-là. Et il y a quelques années, quand je soulevais ces questions-là, ben, les gens qui provenaient du milieu des TI, des technologies de l'information, du numérique, ils m'attendaient avec le goudron et les plumes solidement. Je ne me faisais pas des amis. Mais maintenant, on voit que les choses commencent de changer. Et je vois des gens qui avaient un discours très libertaire à propos d'Internet et du numérique il y a quelques années, qui commencent à avoir une autre position et qui commencent à dire, ben, on voit bien que ça ne marche pas, puis il va falloir cadrer tout ça. Et pourquoi il va falloir cadrer ça? Ben, revenons-en à l'essentiel. Cette question-là, c'est bien de valeur, mais si on veut avoir un minimum de beurre de pinot, puis même une tranche de pain pour sur laquelle on veut mettre le beurre de pinot, ben, il faut bien que l'argent provienne de quelque part. Donc, ce n'est pas vrai qu'on peut créer dans le vide éternellement. Et vous le savez, si vous avez une job à temps plein à côté pour être capable de mettre du beurre de pinot sur votre tranche de pain, ben, ce n'est pas pendant ce temps-là qu'on peut se concentrer sur notre création puis qu'on va produire des livres, produire des spectacles de poésie, produire de la musique, produire des toiles ou whatever, qu'est-ce qu'on va produire. Mais quand on travaille 40 heures par semaine, ben, c'est sûr que quand on revient de la job le soir, c'est plus difficile d'aller chercher l'énergie, la pensée, etc., qui nous permet justement de se consacrer à nos pratiques, d'avancer, d'évoluer, d'être pertinent, d'être stimulé, de réfléchir, etc. Et donc ça, ben, il n'y a pas de miracle. Il faut réfléchir à des systèmes de rémunération. Alors, quand il y a des gens qui disent, ben moi, je ne veux pas payer des taxes supplémentaires sur ma connexion Internet, et que je ne suis pas prêt à payer des abonnements pour accéder à du contenu, je fais comme, ben, fine. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour rémunérer les créateurs? Ben, moi, je trouve que le meilleur système, c'est un système socialiste, c'est le système qu'on a avec les conseils des arts, où on a de l'argent qui provient du gouvernement, qui est redistribué à la création. Et les gens qui décident de la pertinence de ça, ce sont des pairs, donc ce sont d'autres artistes, d'autres auteurs. Il me semble que c'est le meilleur des systèmes. Fait que si quelqu'un ne veut pas payer pour sa connexion Internet, ben, je n'ai pas de problème avec ça. On peut simplement augmenter les impôts et puis augmenter davantage les bourses aux artistes. Puis on va avoir davantage d'artistes qui vont créer du contenu. Et il y avait à un moment donné... ben, c'est des idées qui circulent. Hein. Je n'arrive pas trop encore à cerner cette idée-là au complet, mais Guillaume Deziel, à un moment donné, son cheval de bataille était de faire en sorte que les artistes qui créaient parce qu'ils avaient reçu une bourse pouvaient avoir, par exemple, une bonification de leur bourse s'ils donnaient accès à leurs œuvres gratuitement via Internet. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées là-dedans pour que je dise que c'est absolument une bonne idée, mais il y a au moins une piste de réflexion originale qui dit, ben, c'est un peu comme avec les universités, par exemple. C'est quand on produit des articles scientifiques à travers un système public comme les universités publiques, et ce n'est pas normal qu'on doive payer des abonnements à des entreprises privées pour avoir accès à ces contenus-là. On peut penser, par exemple, à Elsevier ou ces choses-là. Donc, ça, c'est une discussion qui fait rage là, dans les milieux universitaires. Comment ça se fait que les universités dépensent des centaines de milliers de dollars en abonnement à des plateformes privées pour accéder à du contenu produit par des universitaires et donc soutenu par des fonds publics? Bien, on pourrait avoir la même réflexion au sujet de la création artistique et littéraire. C'est un point. Ça mériterait en tout cas une discussion, ça ferait des discussions intéressantes. Quel va être l'aboutissement de ça, je ne sais pas, mais il me semble au moins que ça amène des idées un peu différentes de ce qu'on peut avoir d'habitude. Après ça, je ne me fais pas tellement d'illusions sur l'adoption de ça parce que les mêmes qui ne veulent pas payer une taxe supplémentaire sur leur connexion Internet ou sur leur téléphone mobile, ben, c'est évident qu'ils ne voudront pas une hausse des impôts. Hein? On ne se fait pas d'illusions là-dessus. Là. Alors, tout le monde veut le beurre et l'argent du beurre.
On pourrait déjà bien commencer par connu. les taxes de base à Netflix, par exemple, et réinvestir ça dans le Ben conseil. oui, ça, c'est une absurdité. Tu sais. Je voyais Steven Guilbeault cette semaine qui était tout fier de dire que Netflix allait payer de la TPS, de la TVQ. Hey, commande. Ça aurait toujours dû être là. Depuis quand? Alors, quand je parle de ces supranationales-là, c'est exactement ça que je dis. N'importe quelle entreprise située au Québec et au Canada va payer de la TPS et de la TVQ. Pourquoi Netflix ne paierait pas de taxes comme la TPS et la TVQ? Pour moi, ça, c'est le minimum. On ne devrait même pas en discuter. Et l'autre élément, qui est cette fameuse taxe Netflix, que Netflix ne payera pas, hein, finalement, parce que c'est ça que Steven Guilbeault nous disait la semaine passée, que Netflix ne payera pas la taxe Netflix. Je trouve ça très drôle. Mais c'est un non-sens. C'est un non-sens. Et là, je suis assez d'accord avec Pierre-Carl Pellado quand il dit, ben comment, tu sais, nous, comme avec TVA, on produit du contenu, on est obligé d'alimenter le fonds des médias, de payer des taxes sur ce qu'on produit. Comment ça se fait que Netflix n'est pas obligé? Puis on pourrait l'appliquer à plein d'autres choses. Ça c'est évident. On a un système à deux vitesses. On a un système qui est là pour tout l'ancien système canadien. C'est la même chose pour la production de disques, c'est la même chose pour whatever. La SODEC fonctionne comme ça. On va financer les industries culturelles en espérant que ceux qui fassent plus d'argent permettent de financer d'autres. Et puis, tout le monde devrait être soumis à ça. Je vois que Catherine a levé la main, fait que... Mais il y a peut-être un autre ordre, je n'ai pas fait attention de... C'est à toi. Merci. En fait, un peu sur le même sujet, mais encore récemment, quand je participais là, à une réflexion sur la relance, l'avenir des arts et tout ça, une idée qui revient souvent quand on fait ce genre d'exercice avec différents groupes, c'est de se créer des canaux à nous, là. Donc, en fait, de contourner les GAFAM en diffusion. Et bon, là, c'est peut-être la cynique en moi, mais moi, j'avoue que j'y crois peu, en fait, c'est-à-dire quelle peut être notre capacité réelle, là, on est présentement live sur Facebook, de rejoindre les gens qu'on cherche à rejoindre en tentant de les attirer hors, en fait, de ces lieux qui sont déjà si prenants pour chacun d'entre nous. Je trouve que c'est une belle idée théorique, mais on dirait que pratiquement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec une idée comme ça. Ben oui. Curieux de t'entendre. Mais moi, je suis exactement du même avis que toi. En fait, moi, pendant longtemps, ça, c'était la blague numéro un. T'sais, on a une discussion, puis là, quand est-ce que quelqu'un va dire plateforme? Et la chose qu'il faut comprendre, c'est que le numérique a une façon de fonctionner qui encourage les monopoles. C'est comme ça. OK? Tout le monde utilise Word, ce n'est pas parce que c'est un bon logiciel, c'est parce que tout le monde l'utilise. Alors, c'est un peu le truc du restaurant. Quand vous ouvrez un restaurant, là, donnez des repas gratuits à votre chum les 3 premières semaines pour que le restaurant soit plein. Les gens vont où est-ce qu'il y a d'autres personnes. Fait que c'est la même chose avec les plateformes. Fait que quand Alexandre Taillefer voulait lancer son Amazon québécois, puis on a vu ce que ça a donné avec le panier bleu, ben, je suis pas surpris. T'sais. Puis quand on voit les gens qui connaissent bien le numérique, moi, les gens dans mon entourage qui proviennent du milieu du numérique, quand le panier bleu est arrivé, ben, ils s'arrachaient les cheveux qu'ils avaient ou pas sur la tête, c'était à ce point-là, mais on sait bien que ces choses-là ne fonctionnent pas. Alors, on peut bien dire, ah oui, ce serait formidable, mais regardez par exemple la Fabrique culturelle, qui est une plateforme fantastique. Bien, l'idée de la Fabrique culturelle, c'est d'avoir notre propre plateforme pour la culture québécoise. Mais dans les faits, là, la majeure partie des personnes, quand ils consomment du contenu de la Fabrique culturelle, c'est du contenu qui a été partagé sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas grand monde qui dit « Hey, ce soir, je me paye la traite et je vais aller passer la soirée sur la Fabrique culturelle. » Les gens consomment des vidéos qui ont été partagées par les personnes qui sont mises en vedette dans ces vidéos-là sur les différentes plateformes. C'est le mécanisme. Donc, on peut bien essayer de faire abstraction de Facebook et de Netflix et de Spotify et de name it, mais dans les faits, moi, le premier, j'écoute ma musique sur Spotify parce que c'est plus pratique, parce que plein de bonnes et de mauvaises raisons. Et donc, à mon avis, il faut occuper ces espaces-là et il faut les occuper en restant critique et il faut les occuper en continuant de militer pour que ces espaces-là soient plus réglementés. Mais je pense qu'il est complètement illusoire de dire, ben non, on va faire un YouTube québécois. Ben non, j'y crois pas, mais pas une minute.
mais pas 1 minute, tu sais. Et c'est en plus beaucoup, 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 beaucoup d'argent investi dans des serveurs, dans du matériel, dans du développement logiciel, alors qu'on pourrait l'investir ailleurs. Fait que moi, je préférerais que tout l'argent qu'on mette sur une plateforme, on le mette plutôt sur de la création, sur la découvrabilité de ces créations-là, et que dans un autre cas, ben, on encadre ces plateformes-là. Et il y a des pays qui le font. L'Australie a joué une petite partie de bras de fer avec Facebook. L'Australie s'est plantée, mais c'est un début. L'Union européenne, qui est quand même quelque chose de très fort, il ne se laisse pas faire non plus. Et puis, à un moment donné, on va arriver à quelque chose. Fait que voilà, c'est tout ça, il y a des choses à réfléchir là-dessus, mais c'est clair que d'avoir nos propres plateformes, ça n'a pas de sens. Puis en plus, avoir nos propres plateformes, ça nous isole. Et moi, je n'ai pas envie d'un Québec qui est isolé du reste du monde, ça ne m'intéresse pas. De la même manière que je n'ai pas envie de consommer exclusivement du contenu québécois. Yves Doyon qui demande qu'est-ce que vous pensez du projet 360 de Louis-Jean Cormier. Ben, c'est drôle, Yves, que tu en parles parce que j'étais justement, pendant que je disais tout ça, je pensais à ce projet-là de Louis-Jean Cormier, qui pour moi est quelque chose de différent, qui est une proposition artistique, qui est un objet singulier. Louis-Jean nous propose que pour le prix d'un billet de spectacle, on a un abonnement annuel à sa plateforme à lui. Ce qui est différent avec ça, c'est qu'il y a la relation fan-artiste. Et ce que Louis-Jean nous propose, c'est de se rapprocher un peu des vrais fans, moyennant un certain montant. Donc, c'est dans le fond le modèle Patreon, mais qui est appliqué à sa propre plateforme. Et ça, je pense que c'est des choses intéressantes, pertinentes. Je pense qu'il y a vraiment des choses à réfléchir de ce côté-là, mais Louis-Jean peut se le permettre à cause de son niveau de popularité. L'artiste dont vous ne connaissez pas le nom, qui est dans un cube de béton dans Saint-Roch, dans un local de pratique pourri, ben lui, il a beau se faire un Patreon, il ne va pas faire beaucoup, beaucoup d'argent avec ça. Alors, il y a ça. Hein? C'est le principe peer-to-peer aussi, là, où on connecte l'artiste directement avec le fan ou le vendeur directement. Oui, c'est la connexion directe. Donc, il y a ça aussi qui est intéressant pour Louis-Jean Cormier. Lui, il élimine un paquet d'intermédiaires. Puis, évidemment, il va avoir un contact là, direct. Puis ça, les gens adorent ça, avoir ce contact direct-là avec l'artiste. Et ça devient intéressant parce que c'est beaucoup, beaucoup plus payant pour Louis-Jean Cormier de nouer ce contact direct-là avec des artistes, puis d'avoir son 45$ moins ses frais de production, que d'avoir des centièmes de scène sur Spotify à chaque fois qu'il y a une tune qui joue. Sauf que il a quand même besoin de Spotify aussi pour de la diffusion plus large, etc. Puis effectivement, Jacques Blanchette nous dit que SoundCloud a modifié son modèle d'affaires. Alors ça, c'est une nouveauté. SoundCloud, maintenant, va rémunérer en fonction des écoutes précises et ne va pas faire une distribution comme le fait Spotify. Donc, Spotify et Apple, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une distribution. Et évidemment, ça paye des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoutes, des millions d'écoutes. Pour eux, c'est plus payant. Mais donc, SoundCloud a un truc plus juste au niveau de la rémunération, mais SoundCloud a encore cette distance. Le modèle de Louis-Jean Cormier a moins de distance. Donc, il y aurait probablement des choses, puis on le voit de plus en plus. Louis-Jean l'a fait par lui-même parce qu'il y avait les moyens de mettre en place cette plateforme-là, mais mettre en place un Patreon est assez simple. Et ça pourrait se faire pour d'autres choses que de la musique. Un auteur pourrait très bien avoir un Patreon, puis donner accès à des textes inédits, donner accès à plein de sortes de privilèges qui justement, va tisser une relation privilégiée entre le spectateur et l'artiste. Et ça, c'est des modèles assez intéressants qui sont assez faciles à implémenter. Et il y a Patreon qui est le plus connu, mais il y a d'autres modèles aussi, là, Buy Me a Coffee, etc. Donc, il y a plein de façons de rémunérer de façon directe
un artiste qui crée des choses qu'on aime, puis on pourra avoir plein de manières. On pourra avoir quelqu'un qui propose des poèmes sur mesure ou whatever. Il y a plein de choses à réfléchir là. On peut offrir des formations, des classes de maîtres. Il y a plein de choses à réfléchir. Et ça fait partie aussi de l'intérêt du public d'accéder davantage au processus créatif, au lieu de création, etc. Il y a toujours cette envie là, du spectateur de rentrer dans l'univers de l'auteur ou de l'artiste, de mieux comprendre, de nouer une relation plus forte. Donc ça, c'est des choses que le numérique amène très facilement, qui avant le numérique était extrêmement difficile à mettre en place, là. Et là, est un peu plus en place. Juste revenir aussi, Jacques nous parle de la complexité de l'attaque Netflix en raison des les ententes commerciales et aussi les trucs de juridiction. Ça, je suis d'accord avec toi, Jacques, que pour l'instant, tout le néolibéralisme avec les accords de libre-échange, etc., ont mis en place le moins d'irritants possible pour les corporations. Hein. Donc, l'idée étant, avec tous les accords de libre-échange, de faire en sorte de comment on peut faire de la business le plus possible sans que les États légifèrent sur nous. Je pense qu'on peut très bien décider qu'on change ces modèles-là, mais ça prend une volonté politique qui clairement n'existe pas actuellement. À part peut-être chez Québec solidaire, où ce genre de groupes de partis politiques très à gauche qui, tant qu'ils n'ont pas accès au pouvoir, ont toute la liberté de proposer des éléments, mais on comprend bien que quand ça devient un niveau mondial, ben, ce qui se passe, par exemple, à Davos, a plus d'impact que ce qu'on l'espère, puis ça, c'est difficile de naviguer dans tout ça. Mais je pense que ce n'est pas parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on accepte que ce soit comme ça. Je pense qu'on peut quand même cogner sur le clou et dire que c'est inacceptable. Pour ce qui est de Netflix, je veux bien que c'est une corporation qui est étrangère, mais c'est quand même une corporation qui offre des services au Canada. Et peut-être que légalement, on ne peut pas les taxer, mais il reste que un niveau éthique et logique, quand on est une entreprise, je veux dire, on achète des voitures de Toyota qui proviennent du Japon. Bon, je sais bien qu'il y a de la production canadienne, là, mais on comprend l'idée. Netflix n'est pas la seule entreprise basée ailleurs dans le monde qui fournit des produits et des services au Canada. Et pourtant, tous les autres, quand ce sont des objets physiques, ils vont payer des taxes. Donc, pourquoi quand ce ne sont pas des objets physiques, pourquoi quand c'est du numérique, du virtuel, on n'est pas soumis à ces mêmes règles-là? Il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique. Mais après ça, évidemment, c'est complexe. Puis évidemment, on l'a vu par exemple avec l'Europe, dès qu'il y a un pays autre que les États-Unis qui se propose de légiférer sur les grandes plateformes, ben, les États-Unis montent au créneau puis disent on n'accepte pas ça, puis il va y avoir comment on appelle ça? En tout cas, bref, ils ne vont pas laisser faire ça, puis ils vont soumettre ça justement à l'OMC ou whatever ce qui existe pour contrôler tout ça. Là. Alors, c'est sûr, pour les États-Unis aussi, ben, c'est intéressant parce que ces plateformes-là permettent de continuer l'hégémonie américaine au niveau de la culture, là, que ce soit à travers la musique, les films, etc. Ben, les plateformes numériques, c'est une autre façon de faire la promotion et la propagande du mode de vie américain dans le reste du monde. Alors, il serait bien fou de vouloir contrôler ces entreprises-là. Là. Myriel, pour terminer, j'aimerais revenir sur les principes et les valeurs qui sous-tendent l'approche systémique et la culture numérique, donc des principes de données ouvertes, de partage, d'itération, et puis de voir comment est-ce que ça s'applique vraiment sur le terrain numérique, j'ai envie de dire, où on voit des réseaux sociaux qui sont des espaces clos, qui essaient de garder et qui pratiquent la rétention des utilisateurs. Quand tu cliques sur un lien dans Facebook, tu restes dans Facebook, tu consultes le lien de leur application, par exemple. Puis aussi le fait que tous les algorithmes sont des propriétés privées, opaques, qui fonctionnent selon des principes qu'on ne connaît pas, qui essaient de générer de la dépendance ou de la satisfaction, ou en tout cas qui entretiennent des relations avec les internautes qu'on ne connaît pas, basées sur quoi, etc., qui peuvent changer sans préavis, etc. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas
comment est-ce qu'on pourrait appliquer donc, les principes et les valeurs à l'écosystème numérique? Dans ce que tu dis, il y a une chose très importante. Hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces plateformes-là agissent de façon contraire à ces grands principes-là qui ont été mis en place par les précurseurs du numérique. Revenons-en, par exemple, à Tim Berners-Lee, hein, sur cette question de l'idée de l'Internet qui est un lieu décentralisé dans lequel donc on ne peut pas, il y a ces notions de liberté qui sont là, et l'Internet appartient à personne et appartient à tout le monde en même temps, etc. Donc, dans mes présentations, je reviens souvent sur ces notions-là de créativité, d'innovation, mais aussi évidemment de collaboration, de partage et toute la question de l'itération aussi, qui sont à mon avis les trois grands pans de la pensée numérique telle qu'elle s'est développée, là, puis qu'on peut relier à la pensée systémique. Là. Et quand on voit justement les grandes corporations du numérique, on comprend bien qu'elles n'agissent pas du tout de cette façon-là. Et qu'il y a donc un clash entre ces premières utopies qui nous sont apparues au début du numérique et la façon dont ces grandes entreprises-là se sont réappropriées tout ça. Et quand on va, par exemple, tu parlais des algorithmes, là, mais tu sais, c'est la fameuse idée de la boîte noire, en fait, avec l'intelligence artificielle puis le machine learning, là, on en vient à même les personnes qui codent les algorithmes de départ ne comprennent plus trop ce qui se passe à un moment donné. Là. On a une entrée, on a une sortie, mais ce qui se passe au milieu est assez nébuleux. Alors donc, pendant longtemps, ma conférence s'intitulait pour une réappropriation des utopies. Et l'idée étant que les artistes, avec leur capacité de toujours à l'avant-garde, ont un devoir de justement décider que le numérique peut être autre chose que ce numérique qui nous est imposé par Facebook et Google et Amazon, et de revenir, de mettre de l'avant ces principes-là de collaboration et de partage. Alors, c'est complètement utopique, je l'admets, j'ai aucun problème avec ça. Si ce n'est pas les artistes et les créateurs qui sont utopiques, qui va l'être dans cette vie? Hein, j'attends pas de mon banquier qu'il soit utopiste, pas plus que du vendeur de chars usagés. Je m'attends qu'il soit bien terre à terre, mais j'espère au moins la moindre des choses, c'est que les artistes ne soient pas conservateurs et n'abandonnent pas, ne lâchent pas. Et même si on a l'impression que ça ne sert à rien, et je suis le premier à cogner éternellement sur ce clou avec toujours autant de plaisir, et je ne me demande pas si ça sert à quelque chose et si ça ne sert à rien. J'estime que j'ai un devoir de cogner sur ce clou-là. Et j'estime que comme artiste, on a un certain devoir, on a une certaine responsabilité, puis je veux dire, je suis pas. Il y a des artistes qui sont beaucoup plus polémiques que moi. Il y a des artistes qui sont beaucoup plus qui s'ancrent dans qui réclament beaucoup plus, qui sont beaucoup plus revendicateurs. Mais tout ça n'est pas très, très grave. Tu sais, on peut avoir différentes façons de le faire, puis on n'a pas juste besoin de monde qui gueule puis qui mettent le poing sur la table, mais on a besoin de monde qui vont fissurer un peu ces petites choses-là un peu partout, tout le temps, par tous les moyens, pour amener les gens à réfléchir différemment. Alors, pour moi, le numérique qui m'intéresse n'est pas le numérique de Facebook et de Google. Le numérique qui m'intéresse, c'est celui de Michel Serres. Le numérique qui m'intéresse est celui de Tim Berners-Lee, est celui de personnes qui ont une façon de réfléchir le numérique qui me semble extrêmement intéressante. Et encore là, le numérique n'est pas la solution à tout. Et ça, il faut bien le comprendre aussi. Et j'ai beaucoup d'allergie à ceux qui prétendent que le numérique est une solution à tout. On le voit bien avec la pandémie, qu'on a besoin plus que jamais du contact entre êtres humains et que la plateforme Zoom ne va pas remplacer un théâtre et que c'est complètement absurde de prétendre le contraire. Fait que même si le numérique est devenu omniprésent, il reste quand même qu'on a des êtres humains qui sont en relation. Tu sais, il ne faut jamais, jamais, jamais l'oublier. On a tendance à vouloir mettre ça de côté et je trouve que ça me semble un peu facile comme proposition de dire que le numérique va tout régler. Tu sais, ben, non, le numérique amène
plein de nouveaux problèmes que l'on doit adresser, sur lesquels on doit se questionner et sur lesquels on doit être critique. Merci beaucoup, Mériole. Donc, d'ailleurs, la revue Liberté a publié un numéro, le numéro 329, à l'hiver 2021, qui porte justement sur ces questions du numérique et des algorithmes. Donc, qui a peur des algorithmes? J'ai lu, il y a un excellent article dans cette édition de Liberté qui s'intitule « Le bien commun à l'ère des algorithmes », qui mentionne, en tout cas, sur les enjeux de démocratie à l'ère du numérique. C'est vraiment intéressant. Je vous rappelle aussi que sur le site Internet de Rhizome, productionrhizome.org, vous retrouverez le texte de Mériole Lehmann, ainsi que les autres textes de la série qu'on a appelée, je pense, de la virtualité. Donc, cette série de textes issus du projet Place et posture de la littérature québécoise en ligne. Excusez-moi, je reçois des textos. Et donc, Mériole Lehmann, merci beaucoup. Merci pour le texte, merci pour cette fabuleuse discussion. Merci aussi de répondre aux questions et d'auto-animer en même temps. C'est assez fantastique. J'ai beaucoup apprécié. Et merci, Simon. Ouais, j'ai l'impression qu'on est parti je m'enflamme toujours, hein, puis j'ai l'impression qu'on est parti dans plein de places là, à gauche et à droite, là, qu'on a peut-être sorti un peu de notre idée de base de littératie numérique, mais ça fait partie de la réflexion générale. Et par contre, j'invite vraiment les gens à lire le texte parce que le texte est quand même assez concis là, autour de ces questions-là. Puis je pense que c'est un complément à la discussion d'aujourd'hui, ou la discussion d'aujourd'hui est un complément au texte. Enfin, on n'a pas tout à fait abordé les mêmes sujets de la même façon. Fait que je voulais juste dire ça. Mais oui, merci. Merci pour la discussion. Merci à tout le monde là, pour l'écoute, pour les questions, pour les échanges. C'est toujours un peu difficile de suivre à la fois ce qui se passe dans le chat, ce que nous envoie Frédéric, qui se passe sur Facebook, qu'on reçoit dans le chat, et en même temps vous regarder et réfléchir à ce qui s'en vient, mais on va y arriver. On va y arriver. Je voulais juste lancer une dernière chose, Simon, si tu permets. Oui. Il y a quelque chose sur lequel je commence de réfléchir un peu ces temps-ci, sur lequel je n'ai pas encore tout à fait les réponses, mais qui m'intrigue beaucoup. C'est cette question d'un type de pensée. On entend beaucoup parler ces temps-ci des questions de douance, des questions de haut potentiel, etc., de ces personnes qui pensent différemment. Puis souvent, une des choses qui revient, c'est cette pensée en arborescence. Et je ne sais pas, par exemple, moi, quand je pense penser en arborescence, je pense toujours à Armand Vaillancourt. Quand vous voyez Armand Vaillancourt qui part, qui se met à raconter quelque chose, puis 5 minutes plus tard, il est rendu à 15 000 endroits différents en même temps, qui me fascine toujours absolument. Et je me demande jusqu'à à quel point cette pensée en arborescence-là, qui me semble complètement en accord avec avec le numérique, on ne peut pas la stimuler, la développer pour justement se sortir de cette pensée cartésienne dans laquelle notre pensée scientifique et nos systèmes scolaires nous encadrent là, depuis plusieurs centaines d'années. Et donc, j'imagine que tout ça, c'est une question de neurones. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut développer ça, oui ou non, mais il me semble qu'il y a quelque chose à réfléchir autour de ça. C'est cette libération de la pensée là, pour justement se permettre plus de folie, plus de liberté, plus de connexion, plus de... Ah, des fois, c'est fatigant d'être partout ailleurs en même temps, là, mais ouais. Il y a quelque chose à creuser. Je serais curieux de parler avec quelqu'un qui adresse ces questions-là, de comment ça peut être en lien avec le numérique, justement. Il me semble que pour une fois, au lieu d'être un handicap dans une vie numérique, cette façon de réfléchir-là pourrait être un atout. Merci beaucoup, Mériole. Je me demande cependant si cette pensée en arborescence que tu mentionnes ne serait pas plutôt une pensée en rhizome. Donc, parce que l'arborescence, c'est les radicelles aux racines au tronc commun, ce qui est un peu le réductionnisme. Oui. Alors qu'Internet est un rhizome, donc tout est interconnecté, sans début, ni fin, ni hiérarchie. Moi, j'aime beaucoup le rhizome. Puis là, on ne partira pas sur Deleuze et Guattari, mais ça serait l'objet d'une autre discussion, mais effectivement.
Effectivement, le rhizome. All the way pour le rhizome. Bon, quel fantastique mot de la fin. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Alors, merci. Merci, oui. Merci à vous toutes et tous. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Facebook, hein, ce méchant membre des GAFAM, qui donne sa première lettre à la deuxième syllabe. Et je vous souhaite une excellente journée à tous et toutes. Au revoir. Merci.